Notre second débat de la soirée auquel vous pouvez évidemment toujours participer via les réseaux sociaux. Ashraf Ghani est le nouveau président de l'Afghanistan et succède donc à Hamid Karzai. Appel nu, Ashraf Ghani a signé l'accord de sécurité bilatérale avec les États-Unis, un accord qui prévoit de maintenir sur le sol afghan plus de 12 500 soldats étrangers, en majorité des Américains, après le départ des troupes de l'OTAN. Et dans le même temps, le nouveau président afghan a tendu la main aux talibans. Il appelle les talibans à négocier la paix. On en parle avec vous, Assad Omer, bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur de l'Afghanistan en France. Avec nous sur le plateau, Olivier Guillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche Asie à l'IRIS, directeur de l'information de Crisis 24, qui est un cabinet de conseil, un cabinet donc de sécurité. Assad Omer, cette déclaration quand même du tout nouveau président afghan qui dit « nous allons négocier avec les talibans ». Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec après plus de 10 ans de guerre? Oui, 10 ans de guerre, je ne pense pas, parce que d'abord, je dois dire que tout le monde salue la conclusion de cet accord, qui a été attendu depuis longtemps, et ça renforce vraiment la position de l'armée afghane vis-à-vis de ces insurgés et puis des pays voisins. Et d'autre part, oui, le président Karzai aussi, il avait tendu la main, et malheureusement que les talibans ne sont pas libres non plus de leur vraiment agissement. Donc c'est plutôt, nous regardons vers notre pays, notre voisin, qui l'ont promis aussi, qui vont faire tout nécessaire pour faciliter la négociation entre le gouvernement afghan et les talibans. Mais c'est un discours étrange, pardonnez-moi, parce que d'un côté, vous vous félicitez de cet accord de sécurité pour combattre vos ennemis que sont les talibans, et puis dans le même temps, vous dites on veut négocier la paix avec eux. Oui, vous savez, dans toutes les guerres, c'est comme ça, parce que d'abord, la guerre doit terminer par une négociation, et nous avons toujours tendu... Et on peut négocier avec ces gens-là, ces gens qui décapitent, qui lapident, qui mettent des femmes sous un niqab, on peut négocier avec eux? Non, il y a une ligne rouge. La ligne rouge, depuis toujours, que l'acceptation de la constitution afghane, à savoir la déclaration des droits de l'homme, les femmes, et les hommes. Là, il y a la ligne rouge. Avec les talibans, nous savons qu'il y a des talibans qui veulent négocier, qui veulent déposer les armes. Avec eux, oui. Mais les autres, non, évidemment. Olivier Guillard, quand on entend quand même ce nouveau président dire on va négocier avec les talibans, et c'est vrai que ce n'est pas la première fois, puisque Hamid Karzai a tenté lui aussi, il s'est fait un peu doubler par les États-Unis, ça s'est terminé un peu en queue de poisson. On a le sentiment, quand on se rappelle quand même de ces images de ces talibans il y a 13 ans, qui lapidaient, qui décapitaient, qui ne permettaient plus aux petites filles d'aller à l'école, qui ressemble étrangement à cette organisation de l'État islamique. C'est comme si dans 10 ans, au bout de 10 ans de guerre, on disait finalement on va négocier avec l'organisation de l'État islamique. Est-ce que ce n'est pas tout de même surréaliste ? Certes, on peut s'émouvoir un petit peu vu le degré de violence, de fondamentalisme, d'irrédentisme de ce mouvement, qu'il s'agit plutôt de condamner à qui il faut tendre la main, évidemment. Les choses sont peut-être un petit peu différentes. Aujourd'hui, on est dans une configuration politique qui est post-crise. En tous les cas, on a une transition démocratique qui se passe au niveau de la présidence en Afghanistan. Nous avons un nouveau président qui arrive. Il n'est pas arrivé facilement. Son chemin est un petit peu compliqué. Pendant un semestre, on s'est demandé s'il allait avoir une guerre civile, en plus de celle déjà en cours, entre les divers camps. On a une administration aujourd'hui qui est bicéphale, entre deux individus qui avant-hier se jetaient encore quasiment de l'eau, si ce n'est des grossièretés au visage. La moindre des choses que peut faire à destination des 30 millions d'Afghans et de la communauté internationale cette nouvelle administration, c'est de dire nous allons essayer éventuellement, si les talibans veulent discuter, ils ne prennent pas énormément de risques, nous discuterons. S'ils ne veulent pas discuter, nous trouverons d'autres moyens d'essayer de mettre un terme d'une manière ou d'une autre à cette crise qui éreinte la population afghane depuis plusieurs décennies consécutives. Mais qu'est-ce qu'on peut négocier avec eux? Qu'est-ce qu'on peut négocier? Je ne suis pas certain que les talibans aient envie de négocier quoi que ce soit en Afghanistan. Il y a des talibans pakistanais qui ont un autre agenda. Les talibans afghans, aujourd'hui, se disent, après tout, qu'avons-nous à négocier en définitive? Donc notre plus grand ennemi, qui était les forces de la coalition internationale, l'OTAN, 150 000 hommes il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 37 000 hommes. À la fin de l'année, il y aura 10 000 hommes. Et fin 2016, il n'y aura plus personne. Se disent, après tout, pourquoi négocier? Nous sommes en position de force.
d'à partir de nos redoutes de l'Est, du Nord, même maintenant de l'Ouest et du Sud, nous sommes en capacité d'infliger des attaques qui sont redoutables sur les forces afghanes. Il y a quelques jours encore, bien avant la prise de fonction de M. Rani, dans la province de Ghazni, nous avons eu une attaque qui n'était pas une petite attaque de talibans. Nous avons eu 700 talibans qui ont attaqué des forces afghanes qui aujourd'hui ne sont plus protégés par un appui aérien inconditionnel de l'OTAN. Les talibans, si j'étais... Heureusement, ce n'est pas le cas. À la place d'un responsable taliban aujourd'hui, je me demanderais quel intérêt j'aurais à négocier, puisque le sens malheureux de l'histoire afghane, là, les pousse probablement, mécaniquement, d'une façon quasiment, j'espère pas inéluctable, en direction de Kaboul à moyen terme. Je ne négocierais pas si j'étais un taliban. Par bonheur, je ne suis pas un taliban. On est content que vous ne l'êtes pas. Assad Omer, Olivier Guillard le rappelait 150 000 soldats étrangers de l'OTAN quand même sur place. Ils étaient censés aussi former l'armée afghane. Et aujourd'hui, franchement, on a le sentiment que vous ne contrôlez absolument pas le pays. Olivier Guillard le disait tout à l'heure, il y a eu cette offensive quand même de 700 talibans sur Ghazni dans l'est du pays. Voilà. Et où étaient les autorités afghanes? D'abord, je dois dire qu'il y avait dans cette attaque, mais été défait. Les forces afghanes sont Elles ont été défaites? Absolument, repris la place. Les talibans, vous dites, ont été défaits. Les talibans. Alors maintenant, vous voyez... c'est vrai, Olivier Guillard, ils ont été défaits? C'est exact. Ça n'a pas été sans mal, mais... Oui. Ce qui c'est intéressant, parmi les talibans aujourd'hui, quand on dit, par exemple, on a évoqué, on trouve beaucoup d'étrangers. Ce pas des Afghans. Soit des talibans pakistanais, ou bien malheureusement d'autres pays, par exemple des pays arabes qui viennent là-bas. Donc on trouve beaucoup d'étrangers. C'est là que aussi on se pose la question. Et disons, on avait reçu toujours des informations des talibans, disons, d'origine afghane, des talibans afghans, qu'ils veulent négocier si possible. Ils veulent déposer les armes, certains disent. Alors, ce qui fait que c'est ça qu'on demande, qu'il y a par exemple, des talibans étrangers. Et ce qui est intéressant, pour le président Ghani Hamaza, il a dit que c'est vrai qu'on en parle maintenant, Daesh, par exemple, que peut-être qu'il y a la ramification dans la région. Simplement, il a dit que nous n'avons pas le sang de recevoir de ces gens-là. Notre djihad qu'on avait fait, on a fait contre l'Union soviétique de l'époque, et nous avons pas le son à recevoir. Et là, c'est absolument... Pas de leçon à recevoir de qui? Parce qu'on a eu certaines, par exemple, gens dans les talibans afghans qui disaient que voilà, on va refaire djihad en Afghanistan. Et là, il a dit qu'on ne va pas recevoir de leçons d'eux. On a fait djihad contre l'Union soviétique, on a libéré notre pays. Et puis, mais enfin, là, vous n'avez quand même pas libéré votre pays. Votre pays, il est encore sous... non, alors là, Olivier Guillard, il n'est pas d'accord. Il vous a donné raison tout à l'heure, mais là, il n'est pas d'accord. Est-ce qu'ils ont libéré leur pays? Moi, j'ai le sentiment quand même dans le sud ou dans l'est que vous n'avez pas encore installé véritablement votre pouvoir, non? Faut être assez franc. Malheureusement, on est quand même assez loin des objectifs. Je me rappelle sur votre plateau, il y a une petite dizaine d'années, quand on évoquait déjà le sujet, on se demandait dans combien de temps... Donc cet édifice qui est énorme, ce pays qui n'est pas à reconstruire, mais peut-être déjà à construire, en tous les cas sur des bases plus solides, de combien de temps avons-nous besoin? Quels sont les efforts qu'il faudra consentir? Et je me rappelle sur votre plateau avoir dit, malheureusement, je crains que nous soyons là pour obtenir un résultat, peut-être à terme, sur l'espace de 2 générations d'hommes, donc 40 à 50 ans. Vous imaginez un petit peu les réactions en face, mais non, en 10 ans, ça va être réglé. Malheureusement, en 10 ans, 12 ans, 13 ans d'efforts, des efforts financiers, des efforts humains, beaucoup de frustration, beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs, beaucoup peut-être de choix un petit peu pas bien calibrés au début. Force est de reconnaître que j'étais en Afghanistan il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'ai discuté avec beaucoup d'Afghans, donc de l'ancien gouvernement, des gens de la rue, des gens des forces de sécurité, des vendeurs à la sauvette. Donc tous ces gens-là nous disaient grosso modo, en définitive, merci d'être venu à notre chevet, merci d'avoir apporté ce que vous pouviez apporter, mais en définitive, nous, nos conditions de vie quotidienne, socio-économique, en 12 ans, nous ne les avons guère vues s'améliorer. L'environnement sécuritaire, regarde aujourd'hui, même dans les zones les plus sécurisées de Kaboul, se produisent le jour de l'inauguration du président, à quelques centaines de mètres de l'ambassade américaine et de l'aéroport, un nouvel attentat. Malheureusement, il est vrai que... toutes les entreprises qui ont été mises en œuvre sont loin d'avoir accouché de succès. Mais ça veut dire quoi, que c'était une guerre pour rien? Non, certainement pas. Les enfants... Enfin, il y a quantité de paramètres qui se sont légèrement améliorés, mais pour être peut-être battus en brèche le lendemain ou voire détruits le surlendemain. Donc ça laisse évidemment un goût d'amertume auprès de la population afghane, c'est tout à fait légitime, je le comprends parfaitement aussi.
Peut-être que nous n'y sommes pas pris non plus convenablement, avec les bons moyens, les bons outils, avec les bonnes politiques. En tous les cas, il est certain que le chantier en l'état, pour une administration américaine, française, britannique, allemande, qui se regarderait véritablement dans les yeux en se disant bon, nous sortons, nous nous désengageons, le travail est fait. Non, un certain travail a été fait avec les moyens du bord, mais pour un résultat qui est certainement très loin de ce qu'un professeur attendrait, par exemple, de la copie de ses étudiants. Oui, je crois qu'il faut voir tous les aspects. C'est vrai que les attentats continuent, malheureusement, dans certains pays, mais Taïwan ne contrôle pas, disons, une région. Ça, c'est notre armée, heureusement. Il n'est pas d'accord, Olivier Guillard. Oui, il y a des attentats, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a deux autres problèmes qui se posent, qu'ils sont un refuge. Les sanctuaires dans un pays voisin. Ça, c'est le grand problème. Pakistan. Au Pakistan. Le grand problème là. Alors donc, il y a une négociation avec un État qui est l'État pakistanais. Et d'autre part, on doit dire justement que pendant ce temps-là, c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas pu arriver au résultat de la paix totale, si on peut dire, en Afghanistan, mais il y a d'autres paramètres qui ont changé énormément. La société afghane d'aujourd'hui n'est plus la même société il y a 13 ans. Il y a 9000 enfants qui vont à l'école, il y a un service de santé, il y a des routes, il y a quand même il y a beaucoup de changements. Par exemple, en 2001, il n'y avait pratiquement pas de téléphone, tout était détruit. Aujourd'hui, 17 000 Afghans ont accès au téléphone mobile. Disons, et vous voyez, il y a un changement, il y a des universités qui florissent et tout ça. Donc, il y a un changement, mais c'est vrai que même M. Karzai, pendant l'adieu qu'il a dit à l'Assemblée, il a dit que justement, cet aspect de paix, quand on n'avait pas accès complètement, ça nous a empêchés. On aurait pu faire des progrès énormes. Absolument. S'il n'y avait pas eu ces problèmes de sécurité. Là, ça va mieux avec Washington ? Oui. Ça n'allait pas très bien, on peut le dire. Ça va mieux depuis 48 heures. Ah voilà, c'est ça. Ça va très depuis bien. quand vous avez signé donc puis, d'accord, mais ça n'allait pas très bien. Non, ça va très bien. Puis, ça n'allait pas très bien avant. Ça n'allait pas très vous bien. Parlez maintenant. Tout va bien, mais ça n'allait pas très bien. Le président Obama vient de saluer justement cet accord historique, signé, il a dit. Historique, et nous sommes très contents. Et puis, alors, je vais vous poser cette question, c'est la question d'un internaute et qui s'adresse à vous. Pourquoi, à votre avis, Hamid Karzai, donc l'ancien président qui a quitté ses fonctions lundi, a refusé de signer cet accord de sécurité ? Pour lui, il avait certaines conditions, et parmi ces conditions, il avait accepté, il valait justement à cause de la paix qu'on en parle. Lui, il a dit que les États-Unis peuvent influencer le Pakistan. Donc, il voulait absolument, on commence le processus de paix, on va signer. Là, il y avait ces conditions, mais bon. Monsieur le nouveau président a une autre vision. Une chose est sûre, c'est que sur ce blocage entre Kaboul et Washington qui a duré pendant les 2 bonnes dernières années du long règne de M. Karzai, tiré sur une petite douzaine d'années, ont été difficiles. Elles ont indiscutablement plutôt pénalisé la nation afghane dans ces divers chantiers que amené vers un début de sortie de crise. Par bonheur, effectivement, la nouvelle administration, qui a une feuille de route considérable devant elle, le sécuritaire, l'ethnico-religieux, l'interconfessionnel, l'économique. Dieu sait que le travail va être compliqué, dans une atmosphère bicéphale dont on a un petit peu de mal à voir comment les choses vont se mettre sans trop d'heures en place. Washington a poussé un soupir de soulagement assez fort. Washington était constant sur le dossier, mais la relation bilatérale entre ces deux capitales-là va être probablement légèrement apaisée maintenant, mais pas libre de tout anicroche ces prochains temps. Assad Omar, cet accord donc, de sécurité bilatérale, on le rappelle à nos téléspectateurs que les troupes de l'OTAN donc, vont partir à la fin de l'année, elles vont commencer à partir, et que cet accord bilatéral va permettre à 12 000 soldats étrangers, en majorité des Américains, de rester sur le sol et de continuer à former, à aider l'armée afghane aux problèmes sécuritaires. Est-ce que vous ne craignez pas que cet accord soit perçu, là encore, par une partie de la population, finalement, qui adhère peut-être aussi, justement, aux talibans, parce qu'ils en ont assez aussi de cette occupation? Enfin, en tout cas, ils vivent ça comme une occupation, cette intervention américaine internationale en Afghanistan. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que les Afghans n'ont jamais accepté, vraiment. Partout on voit les troupes étrangères venaient dans l'histoire, depuis Alexandre le Grand. Mais là, c'est une vraiment exception, on doit dire, que l'assemblée, grande assemblée traditionnelle, la Loya Jirga, vraiment presque à l'unanimité, on peut dire, ils voulaient cet accord-là.
Donc, ils veulent cet accord, et ils ont insisté. Cet accord n'est pas contre aucun autre pays de nos voisins, mais c'est pour la stabilité et la paix en Afghanistan. Les talibans, eux, n'en veulent pas de cet accord. Hein. Bien sûr qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et d'ailleurs, ils ont tout... Donc ça ne va pas être facile quand même pour les négociations de paix, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils veulent et que vous ne voulez pas leur donner. Hein. Oui, mais d'un autre côté, je crois que nos soldats vont, comme Le Monde d'hier, elle a très bien dit, M. Frédéric Bovin, que les soldats afghans se sont un peu plus maintenant appuyés par cela. C'est vrai, indiscutablement. J'ai pu travailler avec eux quelques jours, là, il y a quelques mois maintenant, pour voir un petit peu ce que notamment les forces d'élite, les troupes, les forces spéciales, etc., elles ont acquis un niveau de savoir-faire très, très important. Mais lorsque vous discutez, après toutes ces démonstrations avec l'individu, une fois qu'il retourne dans sa baraque, quand vous lui posez la question, demain, les mentors américains, anglais, italiens, espagnols ne seront plus là. Oui, mais ils nous ont appris des choses, on sait, on peut le faire, très bien. Mais demain, lorsque vous ferez la même attaque face à une redoute taliban, vous n'aurez plus d'un appui aérien inconditionnel comme vous l'avez jusqu'à maintenant. Oui, là, ça va nous poser quelques soucis. Et aujourd'hui, regardez, malgré tous ces efforts, et force est de reconnaître que les troupes afghanes font preuve d'un professionnalisme important, mais vous avez encore aujourd'hui 30% d'attrition mensuelle dans les troupes afghanes, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un soldat ou un policier tous les mois sur 3 qui quittent ses fonctions précipitamment. Donc parce que face à la pénibilité du travail, donc en fait il y a ce travail de reformation, de recrutement permanent, et les soldats ou les policiers partent avec leur matériel, leur savoir-faire et leur reconnaissance du dispositif. Ça, c'est particulièrement inquiétant. Il va falloir financer aussi tout cet effort de guerre. Aujourd'hui, si vous ne laissiez à l'économie afghane, qui est encore évidemment faible, la possibilité de financer son appareil de défense, le budget afghan ne permettrait même pas de payer simplement les frais d'essence de ces 360 000 hommes. Donc tout cela va être extrêmement compliqué, ce qui va nécessiter une assistance encore en bonne intelligence avec les autorités afghanes qui ont l'air d'être décidées à se présenter sous un jour un peu plus coopératif que M. Karzai. Ça ne sera pas compliqué de faire pire de toute façon sur les le sommet de l'OTAN à Wales en Angleterre, en Grande-Bretagne, a justement décidé d'allouer presque 5,1 milliards de dollars pour justement ces années à venir, chaque année, pour l'armée afghane. Assad Omer, vous qui connaissez la guerre, hein, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qui se passe en Syrie et en Irak? Oui, alors là, c'est vrai que ça nous inquiète. On voit, et là, ce que nous disons moi-même, que pourquoi on n'a pas appris des leçons du passé? À savoir, il faut pas, on a laissé trop longtemps. Peut-être certaines organisations terroristes se développent. Aujourd'hui, par exemple, on dit que cette organisation est une des plus riches organisations qui existent. Alors, vous voyez, là c'est ça, vraiment comment assécher leur source de financement, comment vraiment le contrôler. C'est là que... Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il y a une coalition internationale qui se forme, comme il y a une coalition qui était formée pour faire partir les talibans. On voit que 13 ans après, ils sont toujours là, qu'on parle de négocier avec eux. Vous dites voilà, que les frappes aériennes, ça ne sera pas suffisant, que même des troupes au sol, parce que souvent on dit les frappes aériennes, ça ne suffit pas, il faut envoyer des troupes au sol, mais on a envoyé des troupes au sol en Afghanistan, et on voit que ces terroristes sont toujours là quand même aujourd'hui. Oui, parce que pour nous, ce qu'on a dit, ce que le président Karzai disait, il disait que oui, les troupes de sol étaient en Afghanistan, mais pas où les terroristes se trouvaient, se réfugiaient. C'est ça qu'il disait. Là, c'était... On n'était pas au bon endroit, vous voulez dire? Voilà. Bah, c'est gênant quand même. Oui, même le dernier moment, il a fait ce critique que oui, la guerre c'est très bien, mais pourquoi c'était sur notre sol? Il fallait aller derrière... au Pakistan. Voilà, vous en revenez toujours au Pakistan. Hein. Olivier Guillard, un mot quand même sur est-ce qu'on peut faire ce comparatif, la guerre qu'on a menée contre les talibans avec une coalition internationale également, et cette guerre aujourd'hui que l'on mène contre l'organisation de l'État islamique? Il va être difficile un petit peu de faire le lien et de complètement mettre un distinguo entre les deux. Nous avons des organisations radicales des deux côtés qui prêchent non pas uniquement un changement de régime, mais un changement de modèle de société, ayant recours à des moyens extrêmement violents, donc faisant peu cas du coût de la vie d'un côté sur un théâtre de crise comme sur l'autre. Il va être difficile un petit peu. Je crains que l'opinion publique se perde un petit peu par assimilation sur ces deux contextes qui sont malgré tout plus différents que similaires. Merci beaucoup. Merci Assad Omer d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup Olivier Guillard. Vous restez avec moi et on accueille tout de suite Karim Yayaoui. Tout ce qui a fait le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite.
Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors ce soir, on va s'intéresser au travail des éditeurs photos de l'AFP. Alors il y a un blog très intéressant, où on trouve souvent des informations très intéressantes. Le blog de l'AFP, le blog Making of. Ce blog s'intéresse aux images de l'horreur parce que il y a des éditeurs dont le rôle est de filtrer, d'être ceux qui regardent parfois l'insoutenable. Alors ils sont obligés de faire le tri, mais ils sont obligés aussi de tout regarder. Roland de Courson explique que s'ils jettent à la poubelle un certain nombre d'images insoutenables, eh bien ils sont sous le choc de ces images très régulièrement. Alors évidemment, pour certains d'entre eux, il y a un dilemme. Est-ce qu'ils doivent montrer ou ne pas montrer? Parce que parfois, explique l'un d'entre eux, ils ont le sentiment de cacher la vérité lorsqu'ils ne diffusent pas un certain nombre d'images. Alors, une de ces éditrices souligne que ce n'est pas nouveau. Des images horribles, on en a vu par le passé. Il y a une dizaine d'années, on voyait déjà des images de décapitation en Irak, mais c'était 1, 2, 3 peut-être par mois. Aujourd'hui, c'est tous les jours qu'on a affaire à ce genre d'images. Et puis, il y a ces images qu'on ne peut pas ne pas diffuser, des images avec une portée esthétique très forte, même si on a du mal à parler d'esthétisme, comme cette image de cette petite fille dans un hôpital de fortune du côté de la Syrie. Alors, comment faire pour faire son choix? Eh bien, c'est le travail de ces éditeurs dont on ne parle pas beaucoup, qui sont dans l'ombre et qui permettent aux sites d'information, aux journaux, d'avoir un travail de tri déjà effectué avant que ces images ne servent à illustrer des articles. Elle est terrible quand même, celle-ci. Hein. Elle est terrible. quand même terrible. Au Danemark, certains ont choisi la méthode douce pour accueillir les djihadistes de retour de Syrie. Alors qu'on sait que du côté de la France et de l'Angleterre, eh bien, la loi est devenue plus sévère, eh bien, du côté du Danemark, on sait qu'il y a une centaine de djihadistes qui seraient partis vers la Syrie. Eh bien, on les accueille à bras ouverts. En tout cas, c'est ce qu'explique cet article. Un article qui est clairement basé sur celui-ci, qui est sur le site Vice News dont on a beaucoup parlé, puisque un de leurs journalistes était allé du côté de Raqqa. Alors, du côté des autorités danoises, eh bien, certains, en tout cas, dans une ville danoise, la deuxième ville du pays, on a décidé de faire de la prévention, notamment en allant du côté des mosquées pour essayer de dissuader ceux qui voudraient partir. Et pour ceux qui sont revenus, on se sert des familles comme un relais pour leur proposer un accompagnement psychologique. Alors, il n'est pas question de retirer leur passeport ou de les envoyer en prison. Mais en tout cas, cette initiative suscite une certaine polémique parce qu'on sait que le Danemark fait partie de cette coalition qui est partie frapper l'État islamique du côté de l'Irak. Alors évidemment, ça suscite beaucoup de questionnements. Ceux qui sont favorables à cette initiative expliquent qu'il y a moins de djihadistes ou d'apprentis djihadistes qui sont partis vers la Syrie. Alors est-ce que c'est à mettre du côté de cette initiative? Ce n'est pas forcément facile à prouver, mais en tout cas, ceux qui soulignent que c'est une bonne idée pensent que ce n'est pas suffisant de le faire à l'échelle d'une ville, mais plutôt à l'échelle de l'Europe. Mais en tout cas, du côté des autorités danoises, ce n'est pas forcément le chemin qu'on va suivre, puisqu'on envisage de faire comme la France et la Grande-Bretagne, de renforcer l'arsenal juridique contre les djihadistes. Et en Irak, il y a une série télé qui choisit l'humour pour combattre l'organisation de l'État islamique. Alors on en parle du côté des médias américains, notamment le Washington Post, une série, ou plutôt une série en 30 épisodes qui veut se moquer en quelque sorte de l'État islamique. Alors tout le monde est tourné en dérision. Abou Bakr al-Baghdadi est assis sur son fauteuil en train de réfléchir à une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Il y a un ancien alcoolique qui essaye de faire que personne ne boit dans la région. En tout cas, tout le monde est tourné en dérision. Alors dans cet extrait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit peu changé son fusil d'épaule du côté de la production, parce qu'à l'origine, cette série faisait la part belle à toutes les théories qui expliquaient que derrière l'avènement de l'État islamique ou de ISIS, comme on l'appelle du côté des anglo-saxons, eh bien, il y avait les États-Unis ou encore Israël. Mais depuis que les Américains sont intervenus en Irak, on a revu de fond en comble cette série télévisée qui s'en prend seulement désormais aux membres de ce groupe terroriste. Merci beaucoup, merci Karim pour cette chronique Un œil sur les médias, tout ce qui a fait le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On se retrouve évidemment demain soir. Merci beaucoup encore Olivier Guillard, merci à Sadomer, merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, à demain à partir de 18h, heure de Paris. Tout de suite, le journal, l'info qui continue.